Bonjour, cette semaine je reçois Jean-François Pouget-Abadie. Jean-François, bonjour. Bonjour Jacques. Jean-François, vous êtes diacre. Vous habitez dans le Calvados, mais vous avez été diacre dans un autre diocèse. Pourquoi un tel engagement? Alors j'ai été ordonné pour le diocèse de Poitiers en 1997 par Monseigneur Rouet, qui était un évêque assez célèbre et à la parole qui faisait autorité. Voilà, j'ai accepté d'être appelé au diaconat parce que j'étais déjà intervenant dans l'Église. J'intervenais pour le catéchuménat pour adultes. Et j'éprouvais le besoin, enfin la nécessité de poursuivre des études, de bénéficier d'une formation et de ne pas, parce que je me méfie de moi-même, être dans l'amateurisme. Je voulais le faire à fond. Donc on m'a proposé d'être en préparation, en chemin vers le diaconat. J'ai accepté parce que c'était l'occasion d'études, d'approfondissement, d'engagement, et je me disais que la grâce sacramentelle allait peut-être m'aider à faire moins mal qu'avant. Jean-François Pouget-Abadie, vous avez accepté, mais vous n'êtes pas célibataire, vous êtes marié, vous avez des enfants, des petits-enfants, et votre femme était d'accord? Ma femme était d'accord, effectivement. Elle savait peut-être pas à quel point cela engageait, mais elle a accepté sans réserve, et je pense que ça a été dur pour elle à certaines périodes. Dans le diocèse à Poitiers, vous aviez des missions spécifiques? Voilà, alors j'avais deux missions, c'était beaucoup trop. J'avais tout d'abord un engagement paroissial et j'aidais mon curé, je prêchais à mon tour, je célébrais les enterrements, surtout quand il s'agissait d'un personnel de la santé qui était décédé, et j'ai célébré des baptêmes, enfin j'ai participé autant que faire se peut à la vie paroissiale. Mais surtout, dès mon ordination, j'ai été engagé dans le domaine de la pastorale de la santé, étant l'adjoint du prêtre responsable, qui d'ailleurs était lui-même médecin. Et au départ de celui-ci, pour raison d'âge et de retraite, je suis devenu le délégué diocésain à la pastorale de la santé pendant plusieurs années. Et puis maintenant, vous avez déménagé, vous êtes arrivé dans le diocèse de Bayeux-Lisieux, dans le Calvados. Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous êtes diacre, vous avez été voir l'évêque? Alors, au moment de ma retraite, j'ai traversé une période de difficultés personnelles qui font que je me suis... je n'ai pas cessé d'être diacre ni de prier, mais j'ai pris un petit peu de recul et les événements ont fait que je suis arrivé dans le diocèse de Bayeux, qui est le lieu d'origine de mon épouse, qui a été assez heureuse de retrouver ses racines et de se rapprocher d'une région qu'elle aimait et que d'ailleurs je connaissais puisque nous y allions toutes les vacances chaque année. Donc j'ai passé un moment où j'étais un petit peu entre les deux et mon curé m'a un peu secoué, le curé d'Isigny, je veux dire, et je suis allé voir l'évêque de Bayeux qui m'a reçu avec une très grande gentillesse et beaucoup d'empathie. Enfin, j'étais très très bien reçu et il s'est mis d'accord avec l'archevêque de Poitiers pour que je sois comment dirais-je, participant au ministère dans le diocèse de Bayeux. Alors actuellement, vous avez des ministères spécifiques dans ce diocèse? Alors dans le diocèse de Bayeux, j'ai un ministère qui est tout à fait différent de celui que j'avais à Poitiers, c'est-à-dire que je suis détaché ou nommé, si vous voulez, sur le secteur paroissial d'Isigny-sur-Mer, avec le père Daniel Lefrançois, que j'aime beaucoup et qui m'a reçu très fraternellement et avec une extrême gentillesse, là encore, et je contribue au ministère dans la limite de mes possibilités, de ce qu'il me demande. C'est un ministère paroissial et que je goûte parce que ce sont des personnes qui sont accueillantes, qui sont simples et qui ont sûrement besoin d'être accompagnées. Donc j'aime bien ce ministère dans une paroisse qui rapproche un peu de la ruralité. Si vous pouviez résumer le diaconat, c'est quoi en fait le diaconat? Alors le diaconat, c'est un service d'église, mais qui participe, enfin qui relève du ministère ordonné. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Je ne suis absolument pas corporatiste. Donc ce n'est absolument pas pour défendre une corporation que j'aimerais et où j'aurai des amis, ce qui est le cas bien sûr. Mais je pense sincèrement que le diaconat est nécessaire profondément à la vie de l'Église. Et que si certains ont souri, c'est qu'ils n'ont pas forcément bien mesuré que le service appartenait
ontologiquement, institutionnellement à la vie de l'Église. Et la présence du diacre à l'Eucharistie est pour montrer que le service appartient constitutionnellement à cette vie de l'Église, jusque dans la célébration des sacrements. Jean-François, vous étiez médecin, vous êtes toujours médecin, vous avez exercé à Poitiers, à Niort, actuellement vous êtes en retraite et vous êtes médecin coordonnateur pour l'EHPAD à Grand-Camp. La médecine, c'est une vocation, c'est une passion? Alors je ne sais pas si... Enfin, je me suis senti appelé à être médecin, mais c'est devenu une passion dès le début des études, parce que j'ai été fasciné durant mes études de médecine que j'ai faites à Bordeaux par la pratique médicale, par la personnalité des patrons que j'ai pu avoir et des rencontres que j'ai pu faire dans cet univers, qui est un univers absolument fascinant. Alors, quel a été votre parcours comme médecin? Alors, j'ai fait mes études de médecine à Bordeaux, j'ai fait mon internat au CHU de Poitiers, j'ai été chef de clinique assistant au CHU de Poitiers pendant plusieurs années, et puis j'ai beaucoup réfléchi, j'ai quitté le CHU parce que, c'est peut-être orgueilleux, mais je voulais un petit peu voler de mes propres ailes et ne pas être toujours dans la roue des autres. Parce que c'est peut-être orgueilleux, mais je ne crois pas vraiment. Je voulais voir si je pouvais fonctionner de façon un peu autonome. Mais alors, à Poitiers, vous étiez assistant, vous étiez dans quel service? Alors, j'étais chef de clinique assistant dans le service de médecine interne d'un maître que j'aimais beaucoup, qui s'appelait le professeur Sudre, qui est malheureusement disparu maintenant, et qui m'avait honoré de sa confiance et qui m'avait confié pas mal de choses à faire. Voilà. Alors après, vous êtes parti de Poitiers? Alors, je suis parti à Niort, qui était au centre hospitalier de Niort, qui est un gros hôpital général de la proximité de Poitiers, tout en gardant des liens de relations avec des collègues qui étaient restés à Poitiers, éventuellement professeur à Poitiers. Je pense que j'avais un de mes amis qui était professeur d'hématologie, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui avait fait une consultation avancée dans mon service à l'hôpital de Niort. Et puis à Niort, j'ai essayé de développer non pas un service, mais un département de médecine interne. J'avais un de mes amis qui était réanimateur, avec qui j'étais très lié, Jean-Michel Descamps, qui avait un service de réanimation. Et puis nous avons progressivement fait dans ce service de médecine interne une unité de neurologie, une unité d'endocrinologie, diabétologie, une unité de maladies infectieuses et une unité d'hématologie. Et aussi quelques lits de médecine interne, avec des spécialistes référents pour chaque discipline dont je viens de parler. Comment vous voyez l'évolution de la médecine dans notre société? Alors, écoutez, excusez-moi, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que la médecine est d'une technicité croissante. Et je salue les prouesses que font certains. J'ai été fasciné en particulier par la cardiologie interventionnelle, par la chirurgie cœlioscopique. Enfin, j'étais vraiment fasciné par toutes les découvertes, par la génétique également, par les progrès de la chimiothérapie. Je trouve qu'il y a une progression fantastique. Mais à côté de cette technique, il y a un savoir-faire qui est impressionnant. Il y a des gens qui savent utiliser à bon escient les bonnes techniques au moment où il faut. C'est assez remarquable. Et puis, ce qui est également indispensable, c'est de garder la nécessité d'un raisonnement éthique toujours pour agir bien au bon moment et faire le bien si possible. Et un discernement est nécessaire et c'est quelquefois compliqué. Vous faisiez partie d'un comité d'éthique? Alors, je faisais partie de l'espace éthique régional du CHU de Poitiers, parce que seuls les espaces éthiques des CHU étaient validés par la loi. Et puis, sur notre hôpital, on avait un petit espace éthique qui dépendait de l'espace éthique régional, et au sein duquel j'ai travaillé, j'ai animé effectivement avec d'autres. Je n'étais pas tout seul, heureusement, parce que l'éthique solitaire, c'est pas très bon. J'ai participé à des cafés éthiques et à des soirées éthiques assez souvent, effectivement. Je le fais encore. Et alors, maintenant, vous êtes à Grand-Camp, vous êtes donc coordonnateur de l'EHPAD. Qu'est-ce que ça veut dire, médecin coordonnateur? C'est un métier que j'ignorais il y a encore 3 ans. Je me suis présenté à l'EHPAD un matin en proposant d'être bénévole pour faire la lecture pour des aînés qui s'ennuieraient. Et on m'a
poliment dit que ce n'était pas ce qu'on cherchait, mais plutôt un médecin. Donc je suis devenu médecin coordonnateur. Alors le coordonnateur fait partie de l'équipe de direction. Il a un rôle médico-administratif. Il fait le lien entre tous les soignants, puisque dans un EHPAD, les résidents choisissent leur médecin traitant, qui est un médecin libéral intervenant extérieur. Puis il y a également des kinésithérapeutes, il y a des infirmières, il peut y avoir un orthophoniste, etc. Il y a des tas de choses à coordonner. Et je tiens également les dossiers. Et sur le temps qui me reste libre, il m'en reste un peu, je suis à mi-temps, je visite les résidents et j'en suis très heureux. Et puis en plus, tous les vendredis, avec d'autres médecins, vous allez faire des consultations gratuites auprès des migrants à la Boussole à Caen. Pourquoi cet engagement ? Je dirais que c'est un peu fortuit, mais j'ai été très profondément ému et questionné par les flux migratoires, et en particulier dans notre région. Et je me suis dit, c'est pas possible que, à mon petit niveau, je fasse pas un peu quelque chose. Alors, je suis allé un matin à la préfecture de Caen, où j'ai demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose, si on avait besoin d'un médecin, mais je n'ai pas eu de réponse. Et le hasard vraiment extraordinaire m'a permis au CHU de rencontrer une infirmière qui m'a dit, mais s'il y a quelque chose qui se fait à la Boussole. Et à la Boussole, qui est un lieu qui appartient, je crois, à la ville de Caen, qui est géré par le CCAS de la ville de Caen, il y a un local de consultation où interviennent des médecins qui se réclament d'une association qui s'appelle AMCE, Association médicale contre l'exclusion, qui a été fondée essentiellement par mon ami François Dupont. C'est mon ami depuis 3 ans, mais il a fait cette fondation bien avant l'an 2000, je crois que c'était vers 1997. Avec quelques autres, il a eu la volonté de regrouper des médecins bénévoles qui intervenaient pour des personnes qui n'avaient pas de prise en charge sociale et qui n'avaient pas de couverture. Donc ils agissaient à la Boussole, ils recevaient bénévolement, et maintenant ils reçoivent surtout des migrants, puisque l'afflux de migrants a fait que les autochtones, les Français, venaient moins. C'est assez curieux, c'est surtout les migrants qui viennent maintenant. Vous consultez régulièrement, vous, le vendredi. Quelle pathologie spécialement vous découvrez chez les migrants ? Alors, je consulte effectivement le vendredi après-midi, 3 fois sur 4 à peu près, mais il y a une consultation tous les jours faite par des collègues. Alors, dans ma petite expérience, parce que je n'y vais que depuis 3 ans, vous avez de la pathologie de souffrance morale liée au stress considérable de la transplantation, de la difficulté de la pérégrination pour arriver jusqu'à Caen, de la traversée de la mer souvent, de l'incertitude liée à tous ces passages. Enfin, je pense que ce sont des gens qui sont psychiquement traumatisés, mais pour lesquels j'éprouve une sincère admiration, parce que je trouve qu'il y a une grande capacité d'acceptation et de résilience. Moi, je me dis toujours, je serai à leur place, j'aurai une mine complètement défaite, et je les trouve, pour certains, bien qu'en souffrance, dans l'espérance et dans une certaine sérénité. Pour autant, ils ont une situation extrêmement précaire. Ils peuvent être accueillis pour la nuit, mais jamais toujours au même endroit, grâce au numéro 115. Et ceux qui n'ont pas d'hébergement pour la nuit, ou qui sont dans une situation encore plus incertaine, ils sont souvent dans des squats ou même parfois dans la rue. Voilà. Alors, ceux qui sont justement sans doute nombreux dans cette souffrance psychique, est-ce que ça veut dire que dans votre groupe, il y a des psychiatres qui sont là ? Vous les renvoyez à des psychiatres ? Alors, il y a un psychiatre qui intervient à la Boussole le mercredi matin. Et actuellement, nous avons la chance d'avoir 2 collègues qui sont vraiment bien formés, si je puis l'exprimer ainsi, et qui sont tout à fait accueillants pour les problèmes de ces migrants. Nous avons Marie-Paul Delon et puis Patrick Mauger. Donc 2 personnes, il y a une consultation de spécialistes le mercredi matin. Mais ce n'est pas la seule difficulté de santé. Il y a les problèmes de dénutrition, il y a les problèmes dermatologiques, les problèmes de parasitose cutanée, puis les affections bronchopulmonaires et puis la bobologie, je dirais. Quelquefois une plaie à soigner aussi. Et il y a aussi l'opportunité d'avoir une consultation de pédicurie, ce qui n'est pas sans intérêt, enfin ce qui n'est pas dénué d'intérêt, puisque ces gens marchent beaucoup. Ça veut dire que votre association de médecins travaille aussi avec des pharmaciens pour les médicaments ? Alors, nous avons
une pharmacie qui est approvisionnée gratuitement et nous avons un pharmacien qui dédie son temps à avoir une véritable pharmacie pour notre association. Mais pour les médicaments qui ne sont pas dans notre répertoire, qui ne sont pas dans notre armoire, eh bien nous avons la possibilité de prescrire comme tout médecin, et nous sommes en association avec une pharmacie de Caen. Le tarif est imposé par cette pharmacie, bien sûr, mais nous payons, c'est notre association qui paye les médicaments, et nous avons bien sûr des crédits très limités qui nous viennent de subventions. Vous êtes croyant. Votre vie de prière, elle date depuis l'enfance ? Pratiquement, je crois que c'est vrai. J'ai toujours été attiré par la prière personnelle et par la prière d'église, la prière liturgique. Enfin, on pourrait détailler, mais je suis très attaché à la nécessité de la prière quotidienne, régulière et si possible prolongée, oui. Dans votre enfance, l'adolescence, l'âge adulte, enfin dans toute votre vie, est-ce qu'il y a des gens qui ont été un peu des lumières, des références par rapport à cette vie de prière ? Indiscutablement, mes parents tout d'abord, qui étaient des priants, je pense, oui, et qui, dès l'enfance, nous ont dit qu'il était important de prier. Mais alors surtout, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les contacts de prêtres que j'ai pu rencontrer durant mon adolescence ou durant ma période d'étudiant, aumônier scout, aumônier d'étudiants, que vraiment je salue très affectueusement et qui ont développé en moi le sentiment que la recherche de Dieu était indispensable à toute vie humaine. Dans l'Église catholique, il y a une grande variété de spiritualité, c'est une très très bonne chose. Vous vous retrouvez plutôt du côté de la prière cistercienne, chez les jésuites, dans la prière charismatique ou dans d'autres formes de prière ? Alors écoutez, ma culture est quand même assez limitée. Je n'ai pas d'expérience véritable avec les charismatiques. J'ai fréquenté un petit peu les jésuites, effectivement, parce que quand j'étais scout, la troupe scout appartenait à un collège de jésuites. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la fréquentation des abbayes bénédictines. Je pense en particulier à Ligugé. Je pense également à l'abbaye de Belloc près de Bayonne, à l'abbaye de Tournaille dans les Hautes-Pyrénées aussi. Et puis plus récemment, chez les cisterciens, je suis allé très souvent à Melleray près de Nantes, entre Nantes et Rennes, où j'aimais bien aller passer la semaine sainte en général. Et puis maintenant que je suis dans le diocèse, je vais très souvent, c'est-à-dire tous les samedis soirs et les dimanches soirs, je vais au Vêpres, à Juémondé. J'aime bien le chant des psaumes et j'aime bien aller avec eux. Alors, vous avez découvert les psaumes et vous aimez les psaumes ? Alors, j'ai toujours été très attaché aux psaumes et je pense que la prière des psaumes date de mon adolescence. Et je me souviens que j'avais 17 ans, je connaissais déjà le psaume 39 par cœur. Et maintenant, vous en connaissez d'autres aussi par cœur ? Écoutez, je suis très attaché à la prière de la liturgie des heures, vraiment très attaché à cette prière qui est je pense, un grand bienfait. Et j'aime beaucoup prier les psaumes, effectivement. La prière des heures, en dehors du samedi soir, dimanche soir à Juémondé, vous la priez tout seul ou avec d'autres ? Alors je la prie tout seul et c'est pour ça que je suis heureux d'aller dans une communauté 2 fois par semaine. Mais je la prie tout seul, effectivement. Mais je la prie à haute voix pour créer un peu d'extériorité et être présent et interpellé dans cette prière. Vous avez eu et vous avez toujours de nombreux engagements dans votre vie. Vous avez des responsabilités importantes vu votre métier. La prière, c'était quoi ? C'était une bouffée d'oxygène ? C'était une inspiration ? Alors, c'est pas une bouffée d'oxygène. Je pense que ça nous inspire, bien sûr, mais c'est pas fait pour ça. Je pense que le but profond de la prière, c'est de s'approcher de Dieu, de l'écouter, d'apprendre à lui ressembler, mais surtout de l'écouter. Je pense, à côté de la liturgie des heures, une part importante à la prière silencieuse et à la prière d'écoute. Et je pense que la prière nous dépouille d'une certaine façon et nous rend plus attentifs aux besoins de nos frères. Mais il ne faut pas instrumentaliser la prière. La prière, elle est d'abord pour Dieu
Et effectivement, en effet second, elle nous transforme et elle nous pousse vers nos frères. Et poussés vers nos frères, nous allons vers eux. Et quand nous sommes près de nos frères, nous sommes renvoyés à Dieu aussi. Parce que Dieu est présent en la personne de nos frères. Moi, je ne mets pas de dualité en disant prière de contemplation ou engagement. Bon, Marie avait choisi la meilleure part en étant au pied du Seigneur. Mais quand on est auprès des pauvres ou quand on est auprès de ceux qui souffrent, on est également au pied du Seigneur. Ça, je pense que c'est indissociable. Et est-ce que vous avez déjà eu l'intention ou le désir de pouvoir proposer des temps de prière avec d'autres, des laïcs là où vous habitez, pour prier ensemble? Alors absolument. Alors d'abord, il y a une chose qui me tiendrait à cœur, c'est de dire aux jeunes qui sont souvent à la recherche d'expérience, que l'expérience de la prière est celle d'un grand voyage et que vraiment ça vaut le coup. Et puis prier en groupe, très volontiers, et animer des groupes de prière. J'ai essayé de le faire avec des soignants autrefois, mais je le referai volontiers si l'occasion se présente. On vous a proposé d'être diacre, enfin on vous a mis sur ce chemin-là, vous avez accepté, votre femme a aussi accepté. Quel regard vous portez sur l'Église actuellement dans notre pays? Écoutez, j'ai un regard aimant, j'aime l'Église et je ne suis pas du tout gêné de vivre en son sein. La réflexion sur l'Église ne me dérange pas et je n'ai pas honte de dire que j'appartiens à notre mère, l'Église. Il n'y a aucune difficulté pour moi et je l'aime. Alors vous dites j'aime l'Église, vous entendez, vous comprenez tous ceux qui disent Jésus oui peut-être, mais l'Église non, c'est pas possible. Mais je pense que si vous voulez, c'est un dualisme forcé. Je crois qu'il peut y avoir pour certains un mauvais accueil quelquefois dans l'Église, une mauvaise compréhension de l'Église, une mauvaise compréhension de son enseignement, mais fondamentalement, je pense qu'on ne peut pas rejeter l'Église quand on aime le Christ. Et je crois qu'il faut avoir la simplicité de dire que tout n'est pas clair quelquefois, tout n'est pas facile à accepter, tout n'est pas lumineux, mais qu'on est dans l'Église, dans une famille dont le Christ est la tête, et si on se recommande de lui, il est difficile de vivre en dehors. Alors, je pense aussi que pour les gens qui avaient des démangeaisons importantes lorsqu'on disait « hors de l'Église, pas de salut », il faut bien comprendre que il y a aussi l'Église implicite, l'Église qui n'est pas définie socialement. Et je pense que sont dans l'Église ceux qui sont appelés par le Christ et par son esprit et ceux qui veulent s'approcher de lui et appartenir à son corps. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre cela comme une restriction et un défaut de liberté. Il y a des églises chrétiennes. Nous, les catholiques, on n'est pas la seule église. Il y a nos frères orthodoxes, protestants, anglicans, il y en a bien d'autres. Vous avez participé à des mouvements œcuméniques? Alors, très peu, mais lorsque j'ai fait mes études en théologie, on a eu des professeurs d'écriture qui étaient de la religion réformée, et j'en étais très heureux, je m'en félicite. Et puis j'ai approché un petit peu des membres de l'orthodoxie, et je m'en suis vraiment félicité. Donc pour moi, il n'y a pas une difficulté importante à ce niveau, et je tiens à saluer mes frères des autres églises chrétiennes. Beaucoup de croyants constatent la difficulté de la transmission de la foi. Vous-même, vous avez une famille, vous avez des enfants, des petits-enfants? Oui, alors je pense qu'il y a une énorme difficulté actuellement, mais je suis incapable d'être assez malin pour l'analyser complètement. Il me semble qu'il y a une question de volonté. A-t-on la volonté de transmettre volontairement, mais dans un climat de liberté? Deuxièmement, je pense qu'il y a un problème culturel. Je pense que les mots de la foi ne sont pas toujours évidents et ne sont pas toujours explicités, donc ils sont difficiles à transmettre. Je pense qu'il y a un problème de temps, il y a un problème d'organisation, les rythmes scolaires n'arrangent rien, et tout ça, ça fait que la transmission de la foi, effectivement, est souvent en difficulté. Mais c'est un grand problème pour la construction de l'homme, je crois. Vous-même, vous rencontrez des jeunes dans votre ministère? Alors, je dois dire assez peu. Assez peu, parce que les assemblées dominicales sont faites de personnes âgées ou assez nettement âgées. Il y a très peu de jeunes. Et on les voit peu, enfin,
pour mon regard, hein, c'est forcément biaisé, on les voit peu dans les assemblées d'église, enfin au moins pour l'expérience que j'en ai actuellement. Ouais, je pense qu'il faut dire cela. Quelle église vous souhaiteriez? Quels sont les grands défis, mais en même temps les grands espoirs pour l'église? Alors, moi je souhaite, je pense que ça existe aussi, ce n'est pas un souhait uniquement pour le futur, une église qui ait le souci d'accompagner la vie des hommes, d'accompagner leurs découvertes, d'accompagner leurs recherches, d'accompagner leur désespérance, enfin d'être vraiment là, non pas pour imposer des voies qui seraient par elles définies à l'avance, mais pour accompagner chrétiennement, hein, sans cacher le but de sa mission, pour accompagner, pour être avec. Merci.